toutes et à tous. Eh bien, je vous propose de commencer donc, cette nouvelle conférence interactive qui est proposée par l'association The Greener Good. Donc, celle-ci est intitulée « Préserver l'eau pour un avenir sans vagues ». Alors, pourquoi on a choisi cette conférence ? Eh bien, parce que ces derniers mois, ces dernières années, le sujet de l'eau est de plus en plus présent dans nos vies. On l'a vu avec des alertes sécheresse, avec ce qui se passe à Mayotte. Enfin, il y a beaucoup d'événements dans les actualités qui malheureusement nous confrontent à ce sujet de l'eau. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité creuser un petit peu plus ce sujet. Donc d'une part, pour comprendre qu'est-ce qu'il en est réellement au niveau des enjeux de l'eau. C'est quoi déjà l'eau ? Qu'est-ce que c'est le cycle de l'eau ? En quoi aujourd'hui on a des enjeux qui se posent et même des enjeux démocratiques à ce sujet ? Et puis ensuite, avec nos trois invités, on verra justement ensemble quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit au niveau des politiques publiques ou que ce soit aussi au niveau peut-être de solutions technologiques qui pourraient s'offrir à nous. Donc, je suis très heureuse ce soir de vous accueillir tous les trois. Chloé Spitz de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Khaled Al-Mezayen, donc tu es cofondateur de l'entreprise Innovaya. Et puis Anne Gros-Perrin, vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de toutes les questions liées à l'eau. Alors j'ai vu que tu avais beaucoup de délégations, enfin, beaucoup de sujets justement, et on va pouvoir approfondir ensemble tout cela. Alors, on est ensemble pour un échange d'à peu près 1h30. Vous pourrez, on va prendre un temps à la fin pour vos questions, donc n'hésitez pas à noter au fur et à mesure les questions si vous en avez, et puis on prendra un temps à la fin pour y répondre. Ensuite, vous avez peut-être vu aussi qu'on a un petit buffet au fond, donc on prendra aussi le temps à la fin d'avoir des échanges. Donc si vous souhaitez rester parmi nous, si vous souhaitez parler directement à nos invités, si vous souhaitez rencontrer les membres de notre association, donc l'association The Greener Good, j'y reviendrai après. Si vous souhaitez découvrir les dispositifs de l'ALEC que Chloé vous présentera, eh bien, vous pourrez rester un petit temps avec nous à la fin. Alors, qui est The Greener Good ? Déjà, j'ai vu que pas mal de personnes connaissaient, mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, on est une association lyonnaise d'intérêt général. Notre objectif, c'est de sensibiliser le maximum de personnes aux enjeux qui sont liés à nos modes de vie, aux enjeux écologiques et à comment on peut agir pour limiter les impacts de nos actions au quotidien. Mais bien sûr, on va aussi sur la compréhension un peu plus fine de ces enjeux-là. J'ai parlé à certaines personnes parmi vous qui nous ont découvert ou qui sont déjà venus au Greener Festival. Donc c'est l'événement qu'on organise tous les ans au château de Montchat à Lyon. On a également d'autres actions. On a édité le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, qui recense près de 700 bonnes adresses pour consommer moins et mieux. Et puis on a édité un jeu. Donc vous avez peut-être découvert sur les tables au fond le Consomètre. C'est un jeu justement pour comprendre les ordres de grandeur liés aux impacts de nos modes de vie. Et parmi les trois thématiques du Consomètre, eh bien, il y a celle de l'eau. Également traitée, il y a les thématiques des déchets et du climat avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus ce jeu, vous pourrez aussi le faire un petit peu plus tard dans la soirée. Petit point technique, parce que ça m'a été demandé tout à l'heure, si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est juste à droite en sortant. Voilà, ça peut servir. Si c'est bon pour vous, eh bien, je vous propose de commencer. J'ai d'abord des petites questions à vous poser, un petit quiz pour voir un peu votre niveau de connaissance, entre guillemets, sur l'eau. Première question, à votre avis, quel est le pourcentage d'eau douce qui est accessible sur Terre ? Alors, je vais vous donner 3 réponses et vous avez levé la main. Alors les 3 réponses, ça va être moins de 1%, entre 1 et 5% ou entre 5 et 10%. Alors, qui pense qu'il y a moins de 1% d'eau douce accessible sur Terre ? Donc accessible, c'est-à-dire qu'on peut pomper et boire. Donc, qui pense que c'est moins de 1% ? Ok, quelques mains. Ah, plus de mains, ok. Qui pense que c'est entre 1 et 5% de l'eau totale qui est accessible ? Ok, à peu près le même ordre de grandeur. Et qui pense que c'est entre 5 et 10%. Une main, ok. Eh bien, non, c'est
moins de 1% de l'eau sur Terre et de l'eau douce accessible. Le reste, c'est de l'eau salée ou alors c'est de l'eau douce qui est voilà, soit dans des calottes glaciaires, enfin dans des endroits où on ne pourra pas aller la chercher. Deuxième question. À votre avis, quel est le premier usage de l'eau dans le monde? Alors pareil, 3 réponses. Première réponse, c'est l'agriculture. Deuxième réponse, c'est les usages domestiques. Et troisième réponse, c'est l'industrie. Alors, qui pense que c'est l'agriculture qui utilise le plus d'eau dans le monde? Ok, une petite moitié. Qui pense que c'est l'industrie? Ok, et qui pense que ce sont les usages domestiques? Quelques mains aussi. Eh bien, c'est l'agriculture. Donc, dans le monde, l'agriculture utilise 70% de l'eau dans le monde. On a aussi, en deuxième, l'industrie. C'est 20% des utilisations de l'eau. Et enfin, nos usages domestiques à la maison, eh bien, c'est 10% de l'utilisation de l'eau. Et enfin, dernière question, un petit peu plus, qui va nous concerner directement. Quel est le pourcentage d'eau qui est contenu dans un corps humain? Alors pareil, je vais donner 3 niveaux de réponse. Première réponse, 40%. Deuxième réponse, 60%. Et troisième réponse, 70%. Alors, qui vote pour la première réponse? 40% d'eau dans le corps humain. Bon. 50%. C'est ce que j'ai dit, je ne sais plus. 60%. 60%. 70%. Ah oui. Ok, c'est un petit peu moins. Alors, c'est de mémoire 60 ou 60%. Voilà, 60%. Ça dépend des âges. Ok, peut-être. Ok. Ok, merci pour la précision. Voilà, donc effectivement, je ne vais pas vous faire un dessin. Pourquoi l'eau est indispensable? Déjà, tout simplement parce qu'on est constitué en grande majorité. Voilà pour quelques petits chiffres déjà, pour comprendre un peu les enjeux liés à l'eau. Mais maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et avant toute chose, de vous connaître un petit peu plus. Donc, je vais vous proposer de vous présenter les uns après les autres en quelques phrases pour nous dire un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et quel est votre rapport avec ce sujet de l'eau. Je vérifie que le micro est allumé. J'étais pas complètement... Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne Gros-Perrin, comme il a été mentionné. Je suis vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée du cycle de l'eau. Je vous expliquerai pourquoi cycle de l'eau, parce qu'avant, ça s'appelait eau et assainissement. Je suis également présidente de la régie eau publique du Grand Lyon, puisque certains d'entre vous le savent peut-être, mais nous sommes passés en gestion publique au 1er janvier 2023 dans la métropole de Lyon. Voilà, je suis aussi membre vice-présidente de syndicat de rivière, du SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Est lyonnais, donc de différentes structures, et membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau. Donc vous voyez que je baigne dans le sujet complètement. Bonsoir à tous, moi je suis Khaled Almezayen, donc cofondateur et président d'Innovaya. Innovaya, c'est une jeune entreprise innovante et une entreprise solidaire d'utilité sociale qui conçoit, développe et fabrique des unités de traitement de l'eau pour l'accès à l'eau potable, pour les industriels qui veulent traiter leurs eaux, les réemployer, les réutiliser. Et notre approche, elle est un petit peu différente parce qu'on va aller d'abord les aider à réduire leur consommation. Bonsoir, donc moi c'est Chloé Spitz. Donc je suis chargée de mission sensibilisation et accompagnement à l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Donc nous sommes une association ALE, donc énergie jusqu'en 2017, et puis on a rajouté le climat, donc on a élargi nos champs d'action. De mon côté, je travaille surtout sur des projets en lien avec la sobriété énergétique depuis 2010 et sur le sujet de l'eau depuis que nous avons un partenariat renforcé avec la métropole de Lyon depuis 2019. Donc on fait beaucoup de sensibilisation sur ces sujets-là, 15 événements par an, et puis on essaye aussi de bien intégrer toutes ces questions-là dans nos conseils. Est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors nous, on donne beaucoup de conseils sur la rénovation énergétique du bâtiment, que ce soit en maison ou en copropriété. Et l'idée, c'est aussi d'intégrer ces questions de récupération d'eau pluviale, de désimperméabilisation dans nos conseils. Merci. Alors, on va
commencer. Oui, on va peut-être mettre le micro en mute. Avec, voilà, première question déjà, pour un peu démystifier qu'est-ce que c'est l'eau. Alors, on apprend souvent au primaire le cycle de l'eau, une sorte de grande boucle comme ça. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors, Anne Gros-Perrin, je te propose peut-être de commencer par un peu nous expliquer qu'est-ce qu'il en est réellement au niveau du cycle de l'eau et quels sont les enjeux auxquels on est confronté. Alors, ils sont nombreux. Vous m'excuserez pour ceux qui, forcément, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, donc il y a des choses qui seront peut-être évidentes pour certains, pas du tout pour d'autres, mais c'est bien qu'on partage un socle commun, justement, pour pouvoir dialoguer ensuite. On est dans une période où il ne s'agit rien moins que de repenser l'eau et sa gestion en bien commun à l'ère du changement climatique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le défi que beaucoup de territoires ont à relever. Territoire, je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce qu'il faut qu'on se dise quelques mots aussi sur la façon dont l'eau est gérée en France pour comprendre comment ça marche. Et donc, c'est les choix qu'on a fait aussi. C'est le choix qu'on a fait aussi, repenser la gestion de l'eau en bien commun à l'ère du changement climatique dans la métropole de Lyon. Et je vous parlerai après, plus tard, des politiques publiques qu'on développe pour répondre aux enjeux qui sont énormes aujourd'hui. C'est un sujet qui est rentré dans le débat public depuis 2 ans seulement. 2022-2023, c'est un tournant sur la question de l'eau dans l'appréhension qu'on a tous du sujet et de la raréfaction de la ressource, parce qu'on n'avait pas du tout ça dans le viseur en France. On pensait tous que la ressource était inépuisable et qu'on pourrait en bénéficier très largement pendant encore des décennies. Ce n'est pas le cas. Donc je vais vous donner des mauvaises nouvelles. Je vous en donnerai des bonnes aussi. C'est qu'on peut agir et qu'on peut faire des choses. Mais je trouve que c'est important qu'on partage effectivement les enjeux. Les enjeux à l'échelle mondiale, les enjeux à l'échelle nationale et les enjeux à l'échelle plus locale sur le bassin du Rhône. Vous savez donc que la réalité du changement climatique, elle affecte déjà les ressources en eau. C'est pas un moment difficile à traverser, c'est durable. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une période de raréfaction de la ressource et il va falloir, il n'y aura pas de retour à la situation antérieure, il va falloir, et toutes les études prospectives le montrent, trouver des solutions. Parce que tout laisse penser effectivement que ça va s'aggraver dans les décennies qui vont venir. Rappelez effectivement ce que tu disais, c'est un immense circuit fermé, en fait, le cycle de l'eau, un immense circuit fermé qui existe depuis des millions et des millions d'années, qui est le même depuis des millions d'années, et nous sommes dans une période où il subit donc des perturbations majeures à l'échelle planétaire et locale. Perturbation majeure avec le dépassement des limites, vous avez dû en entendre parler, on a dépassé la limite planétaire de l'eau bleue cette année, en 2023. En 2022, on avait dépassé la limite planétaire de l'eau verte, donc on a dépassé la limite planétaire, c'est-à-dire qu'on prélève trop de ressources et on a déjà une problématique sur les territoires. Alors l'eau bleue, il faut peut-être expliquer ce que c'est. C'est la part de l'eau qui est issue des précipitations et qui donc rejoint les masses d'eau, c'est-à-dire les cours d'eau, les lacs, les nappes phréatiques, etc., qui est donc recueillie dans les aquifères. Et l'eau verte, c'est la part de l'eau qui est issue des précipitations et qui va alimenter les végétaux, qui va absorber la végétation et qui joue en particulier un rôle sur l'humidité du sol, dans la résilience de la biosphère, dans la sécurisation du puits de carbone terrestre, des puits de carbone, et dans la régulation de la circulation atmosphérique. Donc 2 choses très différentes, l'eau verte et l'eau bleue, mais qui forment ensemble, effectivement, qui constituent ensemble ce grand cycle de l'eau qui nous est indispensable, vital, qui n'est pas seulement indispensable à l'être humain, mais qui est indispensable à l'ensemble du vivant, des écosystèmes. Rappelez également qu'à l'échelle mondiale, c'est des chiffres, mais bon, vous retiendrez ce que vous retiendrez, mais c'est important quand même de le dire. L'eau douce se trouve à 76% dans les glaciers. On a dit tout à l'heure que c'était moins de 1% qui était accessible à l'être humain, mais il faut savoir que la totalité de l'eau douce sur Terre, c'est 2,8%. 1% est accessible, mais 2,8% seulement d'eau douce sur la planète bleue, où on pensait justement qu'il y avait énormément d'eau, mais 76% dans les glaciers, 22%, 22,5% sous terre,
dans les nappes phréatiques, hein, dans les nappes profondes et captives, 1,6% dans les eaux de surface, les lacs, rivières, les étangs, etc. et 0,04 dans l'atmosphère, donc les nuages, le brouillard, etc. La durée de résidence avant de repartir en mer, elle est très variable. Hein. C'est quelques jours dans les rivières, c'est 8 jours dans l'atmosphère, 17 ans dans des lacs, de quelques jours à plusieurs milliers d'années dans les nappes souterraines et plusieurs milliers d'années dans les glaciers. Donc ça permet de resituer un petit peu l'état de la ressource, où elle se trouve et comment on peut en disposer. Et donc toutes ces ressources en eau douce ne présentent pas la même disponibilité pour les usages humains, évidemment. Donc retenir simplement pour vous, hein, ce qui est important, c'est de retenir que 2,8% seulement d'eau douce sur Terre et 1% accessible, enfin moins de 1% accessible à l'être humain. On vit une forte période de tension sur la ressource, hein, vous l'avez tous constaté, hein, c'est un sujet qui... il ne se passe pas de semaines, même de jours en été, sans qu'on parle de la problématique de l'eau, de la raréfaction de l'eau. Parce que les quantités d'eau disponibles tendent à diminuer hein, sous l'effet d'un double mouvement, le réchauffement climatique d'une part, l'accroissement des prélèvements d'autre part, qui sont corrélés à la croissance démographique et à un besoin accru en agriculture. 70%, vous l'avez dit tout à l'heure, est aujourd'hui utilisé pour nourrir l'humanité. Et d'ici 2030, si on ne change pas de paradigme, la demande mondiale en eau douce devrait augmenter de 50%, causant un déficit de 40% des ressources. Donc là aussi, c'est des chiffres qui sont donnés par les Nations Unies, hein, qui sont accessibles. Hein. Cette augmentation, elle est inéluctable si on ne change pas vraiment notre relation à la ressource et nos manières de l'utiliser. Donc il faut qu'on ait vraiment des changements de pratique à l'avenir. Et on peut dire également que la surexploitation des eaux souterraines apparaît pour la première fois dans les 6 principaux risques de catastrophes, de risques mondiaux immédiats et croissants à travers le monde. Et ça vient aussi du rapport de l'ONU 2023 sur le risque de catastrophes interconnectées. Ces aquifères hein, fournissent de l'eau potable à plus de 2 milliards de personnes et environ 70% des prélèvements sont utilisés pour l'agriculture, je le disais. Le rapport met en évidence que 21 des 37 principaux aquifères du monde seront épuisés plus rapidement qu'ils ne peuvent être reconstitués. Donc voilà, c'est une eau qui était accumulée pendant des milliers d'années et qui prendra également des milliers d'années pour se reconstituer. Peut-être préciser une définition, parce que ce n'est pas un mot courant. Aquifère, c'est quoi exactement ? Un aquifère, c'est une masse d'eau, en fait, une masse d'eau souterraine, hein, généralement. C'est les grandes nappes phréatiques. Il y en a qui sont très grandes et qui sont très profondes. Il y a des nappes qui sont pardon ? Plus superficielles, oui, en fait, oui, il y a des couches. Et il y a les nappes profondes, elles datent, des fois, elles ont des milliers, voire des millions d'années. Il y en a qu'on appelle nappe de la Molasse, une nappe qui est, pour parler de notre territoire, hein, qui est profonde parce qu'on a des nappes plus superficielles, qui va de Lyon, en fait, en gros, jusqu'à Valence. C'est une nappe immense, mais extrêmement profonde. Voilà, et puis effectivement, des masses d'eau comme les grands lacs, des grands fleuves, etc. Voilà, ça c'est le constat à l'échelle mondiale. Après, on pourra revenir à l'échelle nationale. Et Chloé ? Il y a aussi une image que j'ai trouvée très parlante, c'est sur les questions des sécheresses, justement. En fait, on voit bien que les sécheresses aussi durent justement beaucoup plus longtemps. On parlait déjà de sécheresse l'hiver dernier. On avait un mois de janvier qui était très sec. On a eu 7 mois de sécheresse encore là l'été. Donc en fait, on voit bien que ça dure. Et un réchauffement climatique à plus 2 degrés, c'est des sécheresses estimées à 3 ans. Et un réchauffement climatique de plus 3 degrés, c'est des sécheresses de 9 ans. En fait, je crois qu'on n'imagine pas ce que ça veut dire d'avoir des sécheresses pluriannuelles comme ça, alors qu'on voit bien que voilà, on a des soucis à la fin de l'été et que si ça ne se recharge pas pendant l'hiver, voilà, on est quand même un peu embêté. Donc sur 3 ans, ça risque d'être un peu déjà compliqué. Khaled, du coup, toi, tu travailles aussi avec des pays qui ont particulièrement, qui ont des problèmes particulièrement forts en termes de ressources en eau. Est-ce que tu peux aussi nous faire un petit état des lieux des zones auxquelles tu es confronté ?
Oui, bien évidemment. Alors, juste pour préciser ce que disait Anne Gros-Perrin, c'est tout à fait vrai à l'échelle mondiale, c'est ces ordres de grandeur de la disponibilité de l'eau, mais il y a aussi une inégalité de la disponibilité en fonction de là où on est. Il y a, par exemple, si je vous parle de la diagonale de la soif, quelqu'un a entendu parler de la diagonale de la soif? Non, la diagonale de la soif commence en Australie et se termine en Turquie. Et puis elle se rapproche de plus en plus de chez nous. Donc vous prenez une ligne, vous prenez la Turquie, vous prenez l'Australie, vous tracez, tous les pays qui sont sur cette ligne sont ce qu'on appelle en stress hydrique. Donc le stress hydrique, qu'est-ce que c'est? C'est quand la demande en eau est plus importante que sa disponibilité. Donc on parle de pays en stress hydrique quand on est à peu près à moins de 1000 m3 par an par personne. Donc ça peut paraître énorme comme quantité d'eau, 1000 m3, ça fait 1 million de litres. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1 million de litres par personne? Mais dedans, on inclut le coût pour produire des choses, donc pour qu'il y ait une industrie, pour qu'il y ait une économie qui se développe derrière. Donc effectivement, c'est des choses qui sont... on n'a pas l'impression en fait qu'on consomme autant d'eau, mais oui, pour qu'un pays puisse se développer, il a besoin d'eau. L'empreinte eau, moi j'aime bien parler de l'empreinte eau, mais l'empreinte eau d'un individu, est-ce que vous savez ce qu'on consomme réellement en termes d'eau? Alors j'ai vu qu'il y avait un petit atelier là-bas, je pense que maintenant vous êtes un peu plus vous en savez un peu plus, mais l'empreinte eau, ça vous parle déjà? Est-ce que vous savez quelle est l'empreinte eau d'un individu à l'échelle d'un Français par exemple? Pardon? 4500 litres par jour, ouais, c'est à peu près ça, donc entre 4005 et 5000 litres. Par rapport à ce qu'on consomme en réel chez nous, c'est peut-être 100, 150 litres par jour par personne. Ça, c'est ce qu'on consomme tous les jours à la maison, donc ça comprend la douche, etc. Donc vous voyez, l'empreinte eau, elle est beaucoup plus grosse. Concrètement, c'est ça. Quand on parle de stress hydrique, c'est quand on est à moins de 1000 m3 par an par personne. Juste sur l'empreinte eau, on y reviendra un petit peu plus tard, justement, et Chloé, tu pourras nous détailler un petit peu de quoi elle est constituée. Donc voilà, à l'échelle mondiale, il y a cette inégalité de la répartition. Et puis, le réchauffement climatique ne fait qu'empirer ces inégalités. Le fait qu'il y ait un réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus d'eau douce disponible sous forme évaporée également, qui va encore plus amplifier l'effet de serre. Donc voilà, c'est un effet boule de neige qui est vraiment très problématique. Et donc, cette eau douce qui va de plus en plus être disponible sous forme évaporée, on ne va pas pouvoir l'exploiter facilement, en tout cas. C'est très compliqué à faire. Donc, à l'échelle mondiale, il faut prendre en considération cette inégalité pour pouvoir apporter des solutions durables en fonction de là où on est. Donc, on ne peut pas imaginer une solution ou une réponse à une problématique sans prendre en considération où est-ce qu'on est, quelle est la ressource disponible qu'on va pouvoir exploiter et comment la préserver au maximum. Voilà. Nous, on travaille par exemple, si on parle de la France, donc il y a déjà des inégalités au niveau métropole, mais on parlait tout à l'heure de Mayotte. Nous, on travaille beaucoup avec Mayotte, on travaille avec la Guadeloupe, qui a vécu là récemment une grosse tempête. Donc il y a ces tempêtes tropicales qui sont de plus en plus puissantes, qui causent des dégâts importants. Il y a aussi des pollutions liées à l'activité humaine, telles que le chlordécone, peut-être que vous en avez entendu parler, ce fameux pesticide. Donc, il y a plein de problématiques à prendre en considération en fonction de là où on est et en fonction de la disponibilité de la ressource qu'on va exploiter. Voilà. Donc, vous pouvez avoir parfois des aquifères disponibles pour en faire de l'eau potable. Vous avez potentiellement des eaux de surface qui sont beaucoup plus disponibles que certains aquifères. Et parfois, on n'a que de l'eau de mer. Ça peut arriver. Donc, si on prend par exemple les îles sèches, comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, il n'y a pas d'eau douce. Donc, on est obligé de dessaler de l'eau de mer, par exemple, si on veut y habiter. Donc oui, à l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, il y a une disparité, il y a une vraie problématique, et depuis des années, dans cette fameuse diagonale de la soif, il y a énormément de choses qui se mettent en place dans ces pays-là également pour être un peu plus résilients. Et je pense que, et nous, on s'en inspire énormément, parce que ce qui se passe en Inde, par exemple, c'est quelque chose
ce qu'on vit, ce qu'on a vécu ces 2 dernières années en Inde, c'est tous les ans depuis bientôt 40 ans. Donc ils ont su s'adapter dans certains endroits. Dans d'autres, c'est très grave. Mais voilà, il y a plein d'initiatives internationales qui se mettent en place. Et je pense il faut essayer d'être un peu humble aussi par rapport à la situation qu'on vit en France et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et comment ils se sont adaptés au manque d'eau. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oui. Anne, du coup, sur l'état de la ressource en eau ici, donc, tu as parlé justement d'une approche au niveau des territoires qui était très importante. Donc, qu'en est-il à notre échelle à Lyon ? Alors, rapidement, à l'échelle nationale, mentionner aussi qu'on a déjà perdu 14% de l'eau douce renouvelable. L'eau douce renouvelable, c'est celle qui est apportée par les précipitations et qui va rejoindre les rivières, les nappes, etc. 14% depuis les années 90. En fait, et ça veut dire qu'on est passé de 229 milliards de mètres cubes sur le territoire français à 197 milliards de mètres cubes. Donc on est déjà en déficit par rapport à ce qu'on avait en termes de ressources en eau sur le territoire. Et cette réduction, Chloé l'a mentionné, elle résulte essentiellement de l'élévation du niveau moyen des températures de 0,6 degrés en fait, au cours de la décennie 2011-2021, en comparaison de la période précédente, 81-2010 par exemple. Et ça provoque une évapotranspiration plus importante que par le passé des végétaux, et donc un retour rapide de l'eau vers l'atmosphère au détriment des cours d'eau, des masses d'eau qui le recueillaient, du sol et des nappes qui le recueillaient précédemment. Sur le bassin du Rhône, alors on a la chance de bénéficier d'un grand fleuve. On n'a juste pas le robinet quand même parce qu'il est en Suisse. Donc vous avez entendu parler de la visite d'Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps en Suisse, mais c'est un vrai sujet en fait. Il n'y a jamais eu de débit négocié véritablement avec la Suisse en France, en dehors je crois de la question du nucléaire. Mais il y a un vrai travail à faire, ça s'est fait dans d'autres parties du monde, ce travail-là. Il y a un vrai travail à faire sur le partage de l'eau, pas seulement en France, mais au Sénégal, par exemple. Oui. En Égypte, ça a été fait avec le Nil blanc. Et donc, ça n'a pas été fait pour le Rhône, et ça va être un vrai sujet. On est, dans la métropole de Lyon, le territoire en France qui s'est le plus réchauffé, qui a le plus subi le changement climatique et qui va le subir. On le comprend bien avec la position géographique du territoire, orienté vers le sud, avec des biogéographies végétales méditerranéennes qui remontent de plus en plus, un climat méditerranéen qui s'approche de nous. On ne bénéficie pas forcément toujours de la pluviométrie de la partie nord. Et on est à l'intérieur des terres, donc on ne bénéficie pas du climat océanique. Donc on est vraiment dans un territoire qui s'est beaucoup réchauffé. Et ça impacte forcément la ressource en eau. Donc il fait en fait plus de 2,5 degrés de moyenne annuelle sur certains secteurs et 3,6 degrés supplémentaires en Ardèche en 60 ans. Ce qui est absolument énorme et qui a des conséquences très importante. Du coup, forcément, les masses d'eau également se réchauffent. La température de l'air, la température des sols contribuent au réchauffement des masses d'eau. Et la température moyenne du fleuve a déjà augmenté de 2,2% au nord et de 4%, quand on parle du bassin versant du Rhône, et de 4,5 degrés au sud, avec, vous imaginez bien, des impacts importants, notamment sur la biodiversité. Juste pour préciser, c'est 2,2% ou 2,2 degrés ? Degrés, pardon, degrés, j'ai dit pourcent, okay, degrés. Je te fatigue. Degrés, bien sûr. Merci de me corriger. Et donc, ça a une influence sur la qualité physico-chimique de l'eau, de la ressource en eau, et les conditions d'habitat de la faune et de la flore, bien sûr. Donc les sols s'assèchent, Chloé l'a mentionné, et l'eau disponible pour les végétaux diminue évidemment. En moyenne, depuis 1960, les sols sont plus secs de 18 à 37% sur les différents secteurs du bassin du Rhône, donc c'est assez considérable.
Et donc, à l'échelle mondiale, le bassin du Rhône-Méditerranée est l'un des secteurs où les sécheresses agricoles seraient le plus fréquentes à l'avenir et le plus marquées à l'horizon 2050 si le changement climatique s'aggrave. Donc un vrai sujet, alors que ça n'en était pas un aujourd'hui pour notre région. Quand on parle du bassin du Rhône, il est important, en fait, je vous expliquerai très rapidement après comment l'eau est gérée en France, mais on a des agences de l'eau, et l'agence de l'eau gère le bassin Rhône-Corse-Méditerranée. C'est tout le bassin versant du Rhône, en fait. Il y a 6 grandes agences de l'eau en France. La nôtre a le bassin versant le plus important avec le Rhône. Également mentionner que la saisonnalité des pluies évolue et que les différences s'amplifient. Ça, vous l'avez remarqué également. On a des périodes de sécheresse intense qui alternent avec des périodes de pluie intenses également, des pluies très importantes, qui ruissellent sur des sols secs, donc qui provoquent aussi des inondations. Alors là, on a eu des exemples récemment assez importants, qui cumulaient en plus des effets avec la tempête, mais c'est quelque chose qu'on constate en fait. Les épisodes de pluie intense, on le remarque même sur la métropole. On a eu des épisodes où les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et usées étaient totalement engorgés, avec des débordements dans la ville, sans parler effectivement de ce qui peut se passer dans d'autres régions qui est beaucoup plus important. Il faut se préparer donc à une variabilité saisonnière plus marquée, avec des baisses de précipitations en été de moins 15, on dit même moins 20 à 25%, c'est encore incertain. Et par contre, des pluies plus intenses en hiver. Nous, on est à la limite, en fait, dans notre région. On est à la limite entre le nord et le sud, donc on ne sait pas bien à quelle sauce on va être mangé, en fait, en termes de précipitations. Mais la tendance globale, c'est ça. C'est vraiment beaucoup moins de pluie en été et beaucoup plus en hiver. On constate également que les débits des cours d'eau et que la recharge pluviale des nappes baissent. Donc le débit du Rhône, les prévisions de l'Agence de l'eau qui a fait des modélisations et des études importantes, c'est moins 20 à moins 30% du débit du Rhône à l'horizon 2050. Moins 30%, c'est un tiers du débit du fleuve. Donc vous imaginez à peu près ce que ça représente, avec toutes les problématiques qui sont associées à ça, puisque le Rhône, il a des tas d'usages. Et donc la tendance à l'assèchement des sols, elle se traduit également par une baisse évidemment de la recharge des eaux souterraines, des nappes phréatiques, puisque donc, les précipitations et l'infiltration par les cours d'eau diminuent également. Voilà en gros le tableau C'est pour ça que je vous disais, je ne vais pas vous dire que des choses réjouissantes, mais il y a des solutions, évidemment. Mais je pense qu'il faut le partager, ce constat, parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément conscience de tout ça. Et qu'on a encore en France, on a eu des lois, des grandes lois inscrites, 3 grandes lois inscrites sur la gestion de l'eau, qui ont une vision très extractiviste de la ressource. Et à l'échelle mondiale, on est encore là-dedans, en fait. On a encore une vision très extractiviste de la ressource, et il faut en sortir aujourd'hui. Chloé ? Si je peux compléter, ce qui moi m'a beaucoup parlé en fait, c'est de se dire, moi on me répondait toujours en fait le cycle de l'eau, du coup ça revient, ok, ça met du temps mais ça revient. Mais en fait le problème c'est que c'est pas dans le même temps et dans le même lieu. Donc du coup c'est ça qui est important de comprendre en fait, c'est que certes le volume disponible il est là, mais en fait s'il est sous forme de nuages ailleurs et que tout d'un coup vous avez une énorme pluie, parce qu'on dit plus de pluie, mais ça ne veut pas dire qu'on arrivera à recharger les nappes. Si ça tombe tout d'un coup et qu'on a justement nos sols qui sont imperméabilisés, etc., et les sols qui sont secs, en fait, l'eau ne s'infiltre pas. Et donc, on n'arrive pas à recharger les nappes phréatiques au moment où on en a besoin. Et donc, c'est en ce sens-là que le cycle, il est en fait concrètement un peu cassé, quoi. Ouais, on constate tous ça, effectivement, et puis il y a beaucoup de sachants qui travaillent sur le sujet. Le premier réflexe, et le premier réflexe que j'ai eu quand je me suis attaqué quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique, c'est pourquoi on ne va pas plus vite sur certaines décisions, etc. Donc, comme l'a dit Anne, oui, il y a une culture de l'extraction, mais il faut aussi savoir qu'il y a une culture du zéro risque. Et il y a une culture également dans comment on gère, nous, en France, l'eau. Déjà, il y a 3 ministères qui gèrent l'eau en France, qui ne se parlent pas.
le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Et en fonction des orientations du gouvernement, c'est un ministère qui va prendre des décisions par rapport à un autre. Et puis, ils ne se parlent pas. Et du coup, il n'y a rien qui bouge. Et du coup, les lois, elles ne bougent pas. Donc là, c'est en train de bouger très très fort, avec des décrets, notamment sur l'emploi des eaux alternatives, le réemploi, etc. Mais je pense qu'on en reparlera. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on traîne derrière nous un passif législatif, un passif, une culture où on pensait que l'eau était sans fin du fait de cette mauvaise compréhension du cycle de l'eau par la majorité des personnes. Voilà. Tel qu'il est enseigné à l'école. Voilà, on parle du grand cycle de l'eau, mais on a tous cette image du grand cycle de l'eau où il pleut, ça va dans les terres, ça va dans la rivière, ça va dans la mer. C'est faux. C'est complètement faux. La plupart du grand cycle de l'eau se fait via les eaux vertes dont parlait Anne tout à l'heure, notamment dans les terres. Ici, on n'a pas de mer, hein. Donc il y a quand même un cycle de l'eau qui se fait via les eaux vertes et les végétaux. Et c'est la grande majorité du cycle de l'eau dans les terres. Et ça, on n'en parle pas et c'est dommage. Et effectivement, il y a un vrai travail de vulgarisation qui a à faire dès le plus jeune âge pour comprendre vraiment quel est notre impact sur l'eau pour pouvoir ensuite prendre des dispositions. Donc effectivement, là, ce que tu disais par rapport à ces cycles de l'eau plus petits et l'importance des végétaux, c'est aussi l'évapotranspiration des arbres. Enfin, c'est ça dont tu parles en fait. C'est le fait que les arbres, la végétation, en fait, ils contribuent justement à créer des cycles de l'eau à plus petite échelle. Et j'aimerais maintenant qu'on voit un petit peu plus quels sont les usages de l'eau en France et aussi qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'empreinte eau. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de quelques chiffres à l'échelle mondiale, avec les 70% qui sont utilisés pour l'agriculture dans le monde, 20% pour l'industrie, 10% pour les usages domestiques. Alors déjà, en France, globalement, on est où? Sachant que, on dit souvent, voilà, en France, il y a une énorme part de l'eau qui est utilisée dans l'industrie nucléaire. Donc voilà, qu'en est-il réellement et en quoi ça peut potentiellement être problématique? Qui veut répondre à cette question? Anne? J'ai pas tous les chiffres. Alors je me souviens très précisément de l'agriculture, puisque c'est 58% des consommations d'eau à l'agriculture en France. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être 12% pour le nucléaire, mais peut-être que je me trompe. Globalement, l'industrie, ça doit être quelque chose comme 25-26%. Et puis les usages domestiques, 18-20, ouais, quelque chose comme ça. On est à peu près dans ce rapport-là, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc le gros usage, effectivement, c'est l'agriculture. Je vais vous donner juste un exemple qui est assez illustratif de ce que tu disais tout à l'heure par rapport au manque de gravité et au manque de structuration des politiques de l'eau en France. Hein. Il y a des ministères qui ne se parlent pas, mais ils arrivent quand même à se parler pour nous rouler quand même un peu. On a l'exemple de récent avec les agences de l'eau des redevances. Dans votre facture d'eau, vous payez à la fois l'eau potable que vous consommez, vous payez également l'assainissement et vous payez des redevances qui sont à l'agence de l'eau, aux voies navigables de France, etc. Et donc dans les redevances que vous payez à travers votre facture d'eau à l'agence de l'eau, les contributions domestiques représentent 82% des redevances de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. 82%. Donc on a mené une bataille pour que l'industrie et l'agriculture contribuent un peu plus au niveau auquel ils sont dans leur consommation. C'était une longue bataille et pas évidente. On a réussi à obtenir que l'agriculture contribue plus et que l'industrie contribue plus et qu'on n'augmente pas l'usager domestique, la pression sur l'usager domestique. Donc au niveau du bassin Méditerranée-Corse, ça représente, non, au niveau national, les contributions complémentaires des agriculteurs, ça va être 10 millions d'euros supplémentaires de redevances.
Et on apprend parallèlement que le ministère de l'Agriculture crée un fonds hydraulique de 30 millions d'euros, ni vu ni connu. Comme ça, ils vont pouvoir reverser très largement aux agriculteurs ce qu'ils ont pris d'un côté. Ça sera même, ils seront largement bénéficiaires. Donc c'est pour vous donner un exemple de la façon dont on gère la problématique en France, alors on a des progrès immenses à faire sur notre modèle agricole. Aujourd'hui, en termes de gestion de la ressource, en termes de sobriété des usages, en termes de transformation des filières, parce que si tout ce qu'on vous a dit sur l'évolution des évolutions climatiques et des évolutions de la ressource, si on les anticipe pas, si on n'anticipe pas ça par la création de nouvelles filières, de nouveaux modes de culture, de nouvelles semences, de nouvelles méthodes d'irrigation, on sera incapable d'avoir une autonomie alimentaire en 2050. En fait, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Pour créer une filière agricole, il faut 15 ans. Donc il faut vraiment penser ces questions maintenant dans cette perspective. Pour compléter ce que dit Anne, effectivement, on marche un peu sur la tête. Et il y a eu d'autres décisions, notamment, on n'en parle pas beaucoup, mais d'autres décisions qui ont été prises par le ministère de l'Agriculture sous l'excuse, avec une excuse derrière, il faut être autonome et il faut lutter pour la résilience alimentaire, etc. De faire passer certains micropolluants qu'on ne détectera plus dans les eaux potables, par exemple. Augmenter les seuils en fait, de tolérance. Mais bon, ça, c'est d'autres sujets sur la qualité. Bref, sans vouloir dépeindre un tableau trop négatif, nous aujourd'hui aussi ce qu'on essaye de faire, et il y a pas mal d'acteurs qui travaillent en ce sens, c'est effectivement, comme le dit Anne, de travailler sur les différentes filières pour faire autrement. On ne peut plus prélever autant d'eau, et pendant des périodes très courtes aussi, parce qu'il faut imaginer qu'on n'irrigue pas en plein hiver, hein. On va irriguer pendant les périodes où la ressource est la moins disponible, donc pendant les périodes d'été. Et les 70% dont on parle de prélèvement de l'eau pour l'agriculture, c'est pendant des phases où l'eau elle est de plus en plus en stress. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération, et il y a des choses à faire. Donc il y a des initiatives, et on pourra en parler peut-être tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Chloé ? Pour rebondir du coup sur cette question d'empreinte eau, donc comme le disait Khaled tout à l'heure, tu en as parlé, donc 5000 litres par personne. Alors vous l'avez peut-être vu sur notre petite goutte d'eau qui est à l'entrée, donc vous pourrez repartir avec. L'idée aussi derrière cette question d'empreinte eau, c'est de le ramener quand même à une échelle individuelle. Mais finalement, c'est de dire la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a 70% dans l'agriculture, 1% dans l'industrie, et puis les 10% dans les usages domestiques. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est aussi de se rendre compte, alors certes, il y a quand même des questions de choix politiques structurels, hein, évidemment, mais cette consommation d'eau liée à l'agriculture et à l'industrie, c'est quand même aussi lié à des choix qu'on fait de manière individuelle. Et que, typiquement, le bilan, par exemple, de la viande et pas le même que le bilan des végétaux en termes d'impact eau. Parce que justement, un animal, il a plus ou moins mangé de végétaux, mais si c'est un bœuf, il en a mangé beaucoup. Et donc, il a mangé beaucoup d'eau. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que nos propres choix vont influencer ça. Et c'est pareil avec l'agriculture. On en a entendu parler aussi un petit peu ces derniers mois avec le contexte d'inflation, où finalement, des agriculteurs qui avaient enclenché une conversion vers le bio se retrouvent un petit peu en difficulté parce qu'ils ont moins de clients. Donc les choix qu'on fait vont quand même aussi influencer aussi ces filières-là. Et c'est intéressant en fait de se rendre compte que notre empreinte eau, c'est quelque chose sur lequel on a aussi un peu la main. Et c'est pas que des choix politiques qui sont faits. Donc ce qu'on a voulu montrer effectivement nous sur la goutte d'eau, c'est des impacts pour des usages du quotidien. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ces usages, mais c'est simplement de prendre conscience de ces volumes-là et de se rendre compte que nos choix effectivement de consommation ont des impacts. Vous pourrez regarder après plus en détail. Enfin, justement, je me dis que c'est peut-être intéressant de donner quelques chiffres. Donc, effectivement, dans cette empreinte eau, ce que tu dis, c'est que derrière, il y a en fait toute l'eau utilisée pour produire ce qu'on va manger, mais aussi nos équipements, nos vêtements, notre électroménager. En fait, tout ce qui est fabriqué, finalement, nécessite à un moment ou à un autre de l'eau. Alors, peut-être si tu peux nous donner quelques ordres de grandeur pour qu'on se rende compte. Bien sûr. Donc, le burger que vous pourrez retrouver dans sa petite boîte là-bas,
2400 litres pour un burger de 150 grammes. Si vous mangez plutôt 200 grammes, on va dire, de poulet, ça vous fait 800 litres, donc on descend. Et la pomme est plutôt à 80 litres. Une pomme de 100 grammes. Donc voilà. Donc ça donne une idée de ratio et on voit bien qu'effectivement, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut manger que des pommes, hein, mais on voit bien qu'il y a quand même des choix qu'on peut faire. Voilà, 100 grammes de pâtes, 185 litres. Donc on est déjà quand même bien en dessous de ce qu'on peut avoir comme impact avec la viande. Mais on voit bien qu'avec ces enjeux de l'eau, on retrouve aussi les enjeux du bilan carbone de manière plus globale. Et que effectivement, voilà, végétaliser son alimentation est un gros levier puisque l'agriculture a un gros impact sur notamment les consommations d'eau, mais pas que. Voilà, on va pas faire le détour par tout le sujet carbone, quoi. Mais, voilà. Et un autre exemple, le jean en coton, par exemple, 11 000 litres dans un jean. Donc voilà, là aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de jean, mais en tout cas, c'est se poser la question du nombre de jeans et du nombre de renouvellements aussi sur la mode. On voit qu'il y a des gros enjeux en termes de fast fashion, alors qu'il y a effectivement des impacts très importants. Alors justement, en termes d'objectifs, parce que par exemple, tu as fait le parallèle avec le climat. Souvent, le climat, on dit il faut qu'en 2050, on arrive à une empreinte carbone par habitant sur Terre de 2 tonnes d'équivalent CO2. Là, on a dit qu'en France, on était en termes d'eau à peu près à 5000 litres d'empreinte eau, ou à peu près une consommation journalière, donc dans notre compteur d'eau de 100 à 150 litres pour nos usages domestiques. Est-ce que justement il y a aussi un équivalent? Est-ce qu'on doit atteindre un objectif pour que justement on évite ce déficit en eau? Alors moi, je n'ai pas de chiffre d'objectif individuel. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous respectez les 2 tonnes sur le carbone, à mon avis, votre empreinte eau, elle est OK. Il n'y a pas de souci, puisqu'on voit bien que ça converge quand même pas mal, les enjeux. Et après, à l'échelle individuelle, par contre, dans le logement, ce que je peux dire, c'est qu'on a donc cette consommation de 150 litres en moyenne par jour, par personne. Dans le cadre du défi Déclic dédié sur l'eau qu'on a organisé l'année dernière, donc pendant 1 mois, on avait des participants qui ont cherché à vraiment baisser leur consommation d'eau. En moyenne, donc je ne parle pas des gagnants, mais je parle en moyenne, ils ont réussi à descendre à 45 litres par personne et par jour. Pour moi, c'est un ratio intéressant qui montre que c'est possible d'avoir ça aujourd'hui, sans avoir de révolution particulière avec ce qui existe comme équipement. On en reparlera. Alors, j'ai sorti mon téléphone pour faire le calcul parce que je l'ai à l'annuel par mètre cube et j'ai voulu vous le mettre en journalier par personne. Donc, on est, selon les Nations Unies, si on prend la limite des pays qui sont en stress hydrique et de ceux qui ne le sont pas, les Nations Unies disent qu'il faut à peu près 2700 litres par jour par personne en termes d'empreinte eau. Donc grosso modo, un Français doit diviser pratiquement par 2 son empreinte eau pour que ça soit dans la moyenne mondiale on va dire pour que s'il y ait une répartition équitable pour tout le monde. Voilà, si on fait un petit ratio. Donc c'est possible. Déjà, effectivement, si on réduit un petit peu la façon dont on consomme, si on essaye de se renseigner aussi sur les usages des différents industriels en fonction de leurs efforts. Donc nous, effectivement, on milite pour une empreinte eau qu'on va afficher aussi sur les produits pour pousser et inciter les industriels aussi à réduire leur consommation d'eau, pour pousser également l'agriculture à consommer moins d'eau également. Donc voilà, ça on pourra en reparler également un peu plus tard. Justement, maintenant, si on va un petit peu sur qui doit agir, donc on a dit que il y avait des niveaux de responsabilité un petit peu différents selon les secteurs d'activité, selon si on parle d'individus ou pas, même si on voit que en tant qu'individu, on a de réels, je sais pas pourquoi il y a des bruits, on a de réels marge de progression et on peut faire baisser notre empreinte eau aussi assez drastiquement. Donc vous diriez au final que, par quelle boule prendre cette question de l'eau? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut rappeler quand même un petit peu comment c'est structuré en France, la gestion de l'eau. Pour avoir cette compréhension, la gestion de l'eau en France, elle n'a pas de centre de gravité. C'est-à-dire qu'elle a, c'est des compétences c'est un morcellement de compétences, un patchwork qui sont répartis en fait à différents niveaux institutionnels
On a des grandes lois structurantes en France, 3 grandes lois structurantes en 64, 92 et 2006. Mais des lois basées sur un référentiel extractiviste, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a vraiment marqué les politiques de l'eau en France et à l'échelle mondiale également. Et on a donc une difficulté à faire saisir. Ça ne contribue pas à la compréhension en fait du sujet et des politiques de l'eau en France. C'est ce morcellement auquel on assiste. Et ces lois, elles ont gravé ce référentiel donc extractiviste à l'échelle d'une organisation institutionnelle qui est particulièrement dense. Donc des bassins versants, je vous ai dit, 6 grands bassins versants gérés par des agences de l'eau, des sous-bassins hydrographiques avec des acteurs qui sont très nombreux. Il y a des syndicats de bassins versants. Il y en a plusieurs sur la métropole de Lyon. Le SAGIR qui gère le bassin versant de l'Iseron, le SMAGA qui gère le bassin versant du Garonne. Voilà, pour vous en citer que 2, mais il y en a 6 ou 7. Et donc, il y a des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. On en a un sur la métropole, on est en train d'en construire un autre sur l'ouest, sur les 2 bassins versants que je vous ai cités, pour des problèmes aussi de raréfaction de la ressource. Mais il y en a un sur l'Est lyonnais, puisque sur l'Est lyonnais, il y a une grosse nappe phréatique qui nécessite qu'il y ait une gestion concertée à l'échelle de ce territoire-là. Il y a des établissements publics territoriaux, il y a des syndicats d'eau potable, il y a des syndicats d'assainissement, il y a des collectivités territoriales impliquées dans cette gestion, et c'est extrêmement confus pour les citoyens. Donc un enjeu qui est extrêmement fort de réappropriation de la compréhension de la gestion de l'eau. Parce qu'il y a un enjeu, je vous le dirai après, mais il y a un enjeu profondément démocratique aujourd'hui dans la gestion de l'eau. C'est une conception, à travers cette organisation, une conception de la gestion qui est destinée à des usages et non comme un patrimoine commun vital pour l'ensemble de l'humanité. Je réinsiste là-dessus. On a une approche de la gestion de l'eau par usage, et quand on entend usage, on entend usage humain. Et généralement, on oublie totalement la nature et le reste du vivant. Et cette organisation, en France, elle a consolidé une forme d'entre-soi des acteurs de l'eau. Et comme c'est un sujet extrêmement technique, ça a été un sujet très technicisé, l'eau, ça l'est, mais ça a éloigné les citoyens des enjeux politiques de l'eau. Et aujourd'hui, on est dans une période où il faut vraiment que les citoyens se ressaisissent de ces enjeux, parce que c'est nos conditions de vie qui sont en jeu. C'est rien de moins que nos conditions de vie, et que nous devons être acteurs de nos conditions de vie. Un petit mot sur ce référentiel extractiviste également, qui s'est traduit dans les années 80, notamment par la marchandisation de l'eau à l'échelle mondiale, avec des grandes sociétés d'eau potable, dont les 2 plus grandes d'ailleurs sont nées en France et ici même à Lyon, la Lyonnaise des Eaux et la Compagnie Générale des Eaux, qui sont devenues ensuite Veolia et Suez, qui sont les mêmes maintenant, d'ailleurs, qui ont fusionné, mais qui interviennent maintenant partout dans le monde, avec des contrats très importants. Ça, c'était plutôt les années 80. Et puis maintenant, on assiste à la financiarisation de l'eau, puisque l'eau est entrée en bourse, elle est cotée en bourse sur des marchés boursiers, en Australie, en Californie, etc. Et donc là, j'allais dire, on touche le fond. Si on financiarise l'eau, il faut effectivement, il y a un enjeu de gestion en bien commun qui est essentiel et qu'il faut que les citoyens défendent. Donc, il faut qu'on passe en fait de ce référentiel. L'enjeu, c'est de passer de ce référentiel extractiviste à un référentiel de qualité de vie, d'adaptation au changement climatique et de gestion en bien commun, de gestion du bien commun de l'eau. Donc, c'est vraiment pour moi les 3 éléments essentiels. Qualité de vie, parce qu'on peut vivre bien en gérant la ressource autrement. Et tu l'as dit, Raled. On a un enjeu de gestion démocratique du bien commun, vraiment, et une nécessaire adaptation au changement climatique. Et donc pour ça, il faut que l'eau, qui a été longtemps considérée comme une affaire de tuyaux, je vois même à la métropole de Lyon, c'était ça s'appelait eau et assainissement, c'était pas un sujet, il fallait que ça fonctionne en fait. Il fallait que l'eau coule au robinet, il fallait qu'elle reparte dans des tuyaux, personne ne se demandait où elle allait. Enfin, en tant que citoyen, on ne se demandait pas, nous, d'où elle venait l'eau.
et où elles repartaient. Et ça, c'est plus possible en fait. C'est pour ça que maintenant, on a complètement changé cette manière de voir les choses à la métropole et qu'on appelle ça cycle de l'eau, parce qu'on intervient pas seulement sur la gestion de l'eau potable, la gestion de la ressource, la préservation de la ressource, le droit à l'eau à travers les missions qu'on a confiées à la régie publique, mais on intervient aussi sur la gestion des eaux pluviales en ville, je pourrais vous en parler tout à l'heure, on intervient sur la gestion des milieux aquatiques, on intervient sur la protection contre les inondations, etc. Donc tout un tas de sujets qui sont effectivement des sujets qui sont liés au grand cycle. Et pour ça, il faut que l'eau devienne une matrice de nos politiques publiques. Et il faut qu'on défende ça en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se pose la question de l'eau en amont de nos politiques publiques. C'est-à-dire que quand on fait des projets urbains, eh ben, il faut envisager cette question de l'eau en amont des projets urbains, en amont des projets d'aménagement. Quand on fait des projets de voirie, aujourd'hui, on ne peut plus faire des projets de voirie sans penser cette question de l'eau. Et pas par des tuyaux, mais en se disant qu'on a des problématiques parce que les sols sont artificialisés. Donc il faut rendre l'eau au sol, il faut garder l'eau là où elle tombe. Donc il y a des politiques qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Et puis on reparlera après de l'enjeu démocratique, parce que je pourrais vous en parler trop longtemps. Moi, juste pour compléter ce que disait Anne sur le côté extractiviste, il faut savoir qu'il y a eu des politiques pendant très longtemps où plus on consommait, moins l'eau était chère. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est encore d'actualité pour certains industriels et ils ont un peu de mal à concevoir que plus ils vont extraire maintenant, plus ils vont devoir payer. Mais bon, c'est une réalité et ça a été lié à une politique extractiviste. Hein, voilà. Plus tu consommes, moins c'est cher. Hein, c'est logique. Voilà. Moi, je pense que vous connaissez tous Yuka. Voilà. Yuka a eu un impact, à mon avis, assez incroyable sur nos modes de consommation au niveau de l'alimentation, en tout cas. Et ils ont réussi quelques tours de force vis-à-vis de certaines industries agroalimentaires que je trouve assez incroyables. Et donc moi, je crois vraiment en la capacité de l'humain à s'adapter à certaines choses s'il sait. Et pour moi, le premier pas, c'est vraiment ça. C'est si vous devez faire quelque chose, c'est vous renseigner sur l'eau, en savoir un peu plus, devenir des sachants sur l'eau, parce que on a beaucoup technicisé l'eau, mais au final, c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Très honnêtement, il faut démystifier un peu le sujet. Faut savoir que nos ancêtres, ils avaient une approche très basique et très simple. Ils vénéraient les eaux souterraines parce qu'ils savaient que c'était des eaux potables. Et ils utilisaient les eaux de surface pour leurs usages de tous les jours. Donc ils avaient déjà compris qu'il y avait des approches différentes à avoir en fonction de la ressource et il fallait la protéger. Donc je pense qu'il faut effectivement remettre au centre du débat, et je suis très content d'entendre ça, parce que c'est la première fois que je l'entends, et c'est chouette, avant de faire un projet et de lancer un projet, déjà, faut voir dans quel état sont nos ressources pour pouvoir mener à bien ce projet. Sinon on va droit dans le mur. C'est pareil, hein, on entend les grands plans du gouvernement sur on va réduire de 10% la consommation d'eau, mais on veut multiplier par 2 ou voire par 3 la réindustrialisation du pays. Bonne chance. Voilà, j'ai envie de dire, je ne sais pas trop comment, dans l'équation mathématique, vis-à-vis des usages actuels et de l'ambition de réduction de moins de 10%, comment on peut réindustrialiser la France. Voilà, ça c'est une question ouverte que j'ai posée d'ailleurs au ministère de l'écologie et j'ai pas eu de réponse pour le moment. Mais voilà, ça, en fait c'est ce genre de plan qu'on annonce. À mon avis, déjà s'il connaissez la problématique et s'il s'y intéressait vraiment, et c'est ça que j'invite tout le monde à faire, c'est vous y intéressez vraiment, déjà des choses très logiques peuvent être mises en place et on ne va pas annoncer des grandes réformes qui sont dénuées de sens, qui sont soit pas assez ambitieuses, soit trop ambitieuses par rapport à un état des lieux qui n'a pas encore tout à fait changé. Voilà. Peut-être on peut faire un petit focus avec toi, Chloé, sur ce qu'on peut faire aussi
nous en tant qu'individus, puisque finalement notre empreinte eau, on peut sacrément la réduire. Et après, revenir avec vous justement sur concrètement au niveau des politiques publiques, localement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui. Et toi, Raël, tu travailles aussi sur des solutions techniques, tu travailles avec des industriels, donc nous donner aussi un peu ton éclairage sur ce volet-là. Alors, à l'échelle individuelle, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire dans le logement. Et je fais un petit détour par un sujet qu'on a un petit peu écarté, qui est la question des alertes sécheresse. Parce qu'en fait, justement, on a dit qu'il y avait une situation. Sur la métropole, en fait, on a passé pas mal de paliers dans l'été. Ça a commencé assez tôt, déjà, à passer le niveau vigilance. Alors, toutes les communes ne sont pas toujours concernées de la même façon, mais on a quand même jusqu'à 13 communes qui, encore début octobre, sont passées au niveau crise. Ça veut dire c'est le niveau 4 sur 4, il n'y a pas plus haut niveau de crise. Ce que moi j'ai trouvé parlant, alors il y a tout un détail de restrictions en fonction du niveau d'alerte qu'on passe. Je ne vais pas rentrer dans le détail par commune, mais sachez que sur le site Vigio, vous pouvez mettre votre adresse et retrouver s'il y a des restrictions. Alors là, elles ont été levées au 1er novembre sur notre territoire. On a vu que ça a quand même un petit peu changé. Donc voilà, mais ça a duré quand même 7 mois, cette affaire. Et moi, ce qui m'a aussi surpris, c'est de me rendre compte qu'en fait, on n'est pas vraiment informé de ces restrictions. Par exemple, si vous habitez dans un appartement, peut-être vous avez des plantes en pot, eh bien, en fait, concrètement, à partir du niveau 3 sur 4, vous n'avez plus le droit d'arroser même vos plantes en pot avec de l'eau potable. Or, goutte à goutte, quand vous êtes au niveau alerte renforcée, mais une fois que vous êtes au niveau crise, en fait, c'est fini. C'est-à-dire concrètement, vous devez vous débrouiller. Après, on peut considérer que pour des plantes en pot, on y arrive encore en récupérant l'eau de sa salade, l'eau du début de douche. Enfin, en fait, on peut trouver plein d'astuces qui fait qu'on n'a pas besoin de prendre de l'eau du réseau pour ça. Mais c'est intéressant de voir que concrètement, si on veut garder des espaces verts dans une maison individuelle, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de se lancer quand même dans la récupération d'eau pluviale. Et ça, je pense que c'est un sujet important aussi pour tous ceux qui, en plus, ont surtout une maison, parce que c'est facile à lancer, même si en copropriété, c'est pas impossible non plus de mettre en place ce genre de projet. Et après, je ne sais pas si vous voulez faire la transition avec ce qu'on fait à l'échelle du logement. Alors nous, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a connaître sa consommation d'eau. Donc vous pouvez suivre vos consommations d'eau, et notamment la métropole de Lyon a mis en place un site internet qui s'appelle Ecolio. Donc je vous ai mis aussi des flyers à l'entrée, sur lequel vous pouvez relier votre compteur communicant, parce qu'en fait les compteurs d'eau sont communicants sur la métropole de Lyon, sauf si vous êtes dans une copropriété qui a seulement des répartiteurs, mais même en copropriété, certains ont quand même des compteurs individuels d'eau. Si vous avez ce compteur-là, en tout cas, vous pouvez le relier au site Ecolio et donc suivre votre consommation. Donc ça, c'est un premier point important pour savoir d'où on part. En fait, on a parlé de 150 litres par jour par personne. Vous en êtes où par rapport à ça? Ça peut être intéressant de se poser la question. Après, usage par usage, nous, on a développé un outil depuis pas mal d'outils qui s'appelle la mallette Biwatt. Si je vous la montre rapidement. Donc l'idée, c'est de faire le point sur ses consommations dans son logement d'énergie et d'eau. Et donc, vous pouvez mesurer un petit peu vos usages. Par exemple, vous avez un compteur de douche. Donc, vous le branchez en fait entre le pommeau de douche et le flexible, et ça vous affiche en direct le nombre de litres d'eau qu'on consomme. Parce qu'il faut savoir que 40% de la consommation dans le logement, c'est les douches. Donc déjà, premier poste, si vous voulez baisser votre consommation, vous aurez du mal à faire l'impasse là-dessus. Mais en même temps, en général, on ne sait pas bien ce qu'on consomme dans la douche. Donc, vous pouvez partir de là. L'autre point, c'est le bol débitmètre pour vérifier le débit de vos robinets. Combien je consomme en litres par minute? D'où je pars là-dessus. Et après, on a des équipements aussi, notamment sur les économies d'énergie. Pour chaque emprunt d'une mallette, donc ça c'est gratuit pour 15 jours, pour tout particulier qui habite sur la métropole de Lyon. Donc vous nous appelez, vous prenez rendez-vous, et vous avez un conseiller qui vous prête une mallette. Et au moment de la restitution de cette mallette, on vous offre un kit d'économie d'eau complet. Parce qu'en fait, les équipements d'économie d'eau, concrètement, c'est pas très cher. Je pense que c'est vraiment l'investissement le plus rentable qu'on peut faire. Si vous pensez qu'en plus, il y a une grande partie de l'eau, notamment dans la douche, c'est de l'eau chaude. Donc vous êtes 2 fois gagnant parce que vous avez consommé de l'eau et de l'énergie. Donc ça coûte vite pas mal d'argent. Et finalement, ces équipements-là, on ne sait pas toujours comment les choisir. Moi, je trouve que les magasins de bricolage ne sont pas tout à fait à la pointe. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours clair sur quel est le débit en litres par minute des équipements qu'on achète. Donc on communique sur le fait que c'est à économie d'eau. Bon, de nos jours, tout est éco. Enfin, les ampoules halogènes sont éco. Enfin, vous savez, on écrit éco comme ça. Bon, c'est moins 60% de quoi par rapport à quoi? Bref, on ne sait pas bien. Dans ce kit-là, on a mis un réducteur de débit pour la douche à 7 litres minute.
il faut savoir qu'en général, on part de 12 litres par minute. Donc ça veut dire que vous avez une baisse qui est déjà conséquente et vous gardez votre pommeau de douche et vous gardez votre usage habituel. Démousseur pour les robinets, pareil, vous pouvez diviser par 2 le débit de vos robinets, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est au moment où vous remplissez une casserole, vous voyez que c'est un petit peu plus long. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a dit, on ne peut pas attendre quelques secondes de plus quand on remplit les casseroles ? Mais à part ça, on voit bien qu'on peut descendre à 3 litres minute dans les salles de bain, là où on peut partir aussi à 12 litres minute. Donc vous divisez par 4 votre consommation d'eau sur ce robinet, tout ça pour un faible investissement. Donc, et la chaise d'eau, voilà, alors ça c'est un autre sujet. Alors les doubles débits, en général, une chaise d'eau double débit, c'est 3 litres et 6 litres. Nous, ce qu'on a mis dans le kit, c'est un sac qui réduit le volume de la chaise d'eau. Donc des fois, ça permet de réduire ça. Vous pouvez aussi régler la hauteur du flotteur dans la chasse d'eau. Et les modèles les plus économiques, c'est 2 litres et 4 litres. Donc déjà, ça permet de réduire. Bien sûr, la solution ultime, c'est les toilettes sèches. Dans la métropole de Lyon, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on a moins de potentiel, je pense, pour cette piste-là. Mais voilà, peut-être dans d'autres zones, c'est le cas. Voilà. On a aussi un sablier de douche, par exemple, là aussi, pour penser au temps qui passe, justement, parce que quand on est dans la douche, c'est toujours un moment un petit peu spécial. On est coupé du temps, des fois on a l'impression que ça passe très vite, des fois au contraire ça paraît être une coupure en dehors du temps qui est très longue, mais finalement c'est peut-être bien de voir le temps passer, et aussi pour sensibiliser son entourage, les enfants, à ces sujets-là. Voilà. Et le tout est rangé dans un sac débitmètre qui permet là aussi donc encore de vérifier ses débits et de continuer après installation. Donc ça, je pense que c'est vraiment... donc déjà, avec nous, c'est gratuit, mais quand bien même vous voulez acheter des équipements d'économie d'eau, ça reste dans tous les cas très intéressant, donc n'hésitez pas à en parler, je pense, à votre entourage, parce qu'en fait, c'est un gaspillage vraiment pour rien. Là, pour le coup, on ne perd pas en confort... ni rien. Évidemment, après, il y a la question du temps d'utilisation et du volume, voilà, où là aussi on peut se contrôler, mais rien qu'avec les équipements, en fait, vous ne changez même pas vos usages, que vous réduisez très fortement votre consommation. Merci pour cet apport rafraîchissant. Je trouve que ça apporte aussi quelques bonnes nouvelles de voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi de manière facile à son échelle. Et peut-être pour rebondir aussi par rapport à ce qu'on disait sur l'empreinte eau, qui est énorme aussi, en revoyant sa consommation, bon là je vais peut-être en parler 30 secondes parce que c'est aussi un peu les sujets de The Greener Good, mais... voilà, consommer moins, consommer mieux, revoir son régime alimentaire, donc avoir un petit peu moins de viande, voire beaucoup moins à chaque repas, être plus dans des démarches d'économie circulaire où on va réutiliser ce qu'on possède déjà, on va réparer, on va acheter d'occasion pour éviter d'acheter des produits neufs qui auront nécessité non seulement des ressources mais aussi beaucoup d'eau pour faire pousser du coton, pour fabriquer un lave-linge ou peu importe. Donc clairement, si on est dans une démarche de consommation plus raisonnable, eh bien, on peut aussi clairement alléger cette empreinte eau. Toi, Chloé, de toute façon, tout à l'heure, tu vas pouvoir aussi faire la démonstration. Donc, si vous voulez aller voir à quoi ressemblent ces équipements, vous renseigner aussi sur comment faire pour emprunter la mallette Biwatt, n'hésitez pas tout à l'heure. Pour revenir justement sur qu'est-ce qui est fait, peut-être on va commencer par Anne. Tu mènes aussi au sein de la métropole un certain nombre de politiques publiques. Vous avez peut-être entendu parler l'année dernière de cette actualité assez importante du fait que la métropole a repris la régie de l'eau. Donc maintenant, la gestion de l'eau est redevenue publique. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu ces choix et aussi peut-être des politiques dont on n'entend pas forcément parler dans les médias, mais qui sont intéressantes aussi à connaître pour nous en tant que citoyens. Tout à fait. Je ne sais pas si on utilise on peut l'utiliser. C'est surtout pour la deuxième politique que je vais vous présenter parce qu'il y a quelques images et ça donne une représentation de ce que ça veut dire. Donc réappropriation citoyenne de l'eau, je l'ai dit. Ouais, on peut commencer par... C'est tout en haut, ça. Oui, c'est là, l'eau nous est commune. On va commencer par là, oui. Non, peut-être juste avant, là. Oui, celle d'avant. Voilà.
Alors, je vous l'ai dit, donc les enjeux, ils sont pas techniques en fait, hein. Ils sont sociaux, ils sont écologiques, ils sont démocratiques essentiellement. Et c'est à ça qu'on doit s'attaquer quand on est une collectivité aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de politiques de l'eau qui vont pouvoir se déployer au niveau des territoires. Chaque territoire, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de centre de gravité. Il y a des compétences qui sont très fortes hein, au niveau des intercommunalités. Hein. C'est les intercommunalités qui ont la compétence donc, des services publics de l'eau et de l'assainissement notamment, mais d'autres compétences que je vous ai expliquées aussi, ce qu'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations notamment, hein, la gestion des eaux pluviales, etc. Et ça, c'est sur les territoires qu'on va pouvoir inventer ce référentiel transformatif de la transition écologique. Véritablement, j'en suis convaincue, même s'il y a des politiques structurantes qui doivent se faire au niveau de l'État, on a la possibilité sur les territoires d'expérimenter et d'adapter nos politiques à chaque histoire territoriale, parce que chaque territoire a une histoire singulière de l'eau, en réalité. On n'a pas les mêmes problématiques que dans l'Ouest, hein, que dans le Sud-Ouest, que dans les Pyrénées aujourd'hui. Et on a une nécessité de penser la gestion de l'eau à des échelles territoriales, interconnectées d'ailleurs, hein, puisque, par exemple, la métropole de Lyon, qui bénéficie d'une ressource en eau potable de très bonne qualité, eh ben, les frontières, la ressource, elle ne s'arrête pas aux frontières de la métropole, en fait. Hein. Elle est donc la métropole interconnectée avec les territoires voisins. Et il y a vraiment quelque chose à penser à ce niveau-là, puisque ça n'a pas été construit comme ça non plus. Jusqu'à maintenant, la gestion de l'eau était très auto-centrée sur le territoire. Donc, la gestion publique de l'eau, pour nous, c'était un choix qui était essentiel. C'était un choix fondamentalement politique. Démocratique et philosophique qu'on a fait. On a mené ce travail pendant 2 ans. On avait la chance, quand on est arrivé, ça faisait partie du programme pour lequel on a été élu en 2020, et on avait la chance d'avoir un contrat de délégation de service public qui s'arrêtait au 31 décembre 2022. Et donc on avait une échéance qui permettait, même si ça a été 2 années extrêmement denses, hein, et qui ont demandé un travail incroyable, parce qu'on passe pas comme ça d'une délégation de service public où on a confié la gestion de l'eau à une société privée à une gestion publique. Et c'est un sacré boulot, une sacrée aventure aussi. Mais donc c'était vraiment un choix qui nous paraissait fondamental pour nous, parce qu'il y a des finalités de droit humain, hein, des finalités écologiques, des finalités démocratiques, comme je vous l'ai dit, des finalités de préservation de la ressource. Et c'est ce qu'on a confié à la gestion publique. Autrefois, le délégataire privé avait ce qu'on appelle l'exploitation, c'est-à-dire la production et la distribution de l'eau potable. Il n'avait pas en amont toute la préservation de la ressource. Et là, on a des enjeux qui sont énormes, notamment un travail avec le monde agricole pour préserver nos aires de captage, puisqu'on a des pollutions majeures, un travail avec les industriels aussi. Hein. On est ici dans la métropole de Lyon à un épicentre d'une pollution dont vous avez tous entendu parler, la pollution au perfluoré, les PFAS. Et donc il y a des enjeux de reconquête de la qualité et de préservation de la ressource en qualité et en quantité qui sont très importants et qui ont été confiés à la régie publique. Et puis en aval de la production et de la distribution, il y a toute la question du droit à l'eau. Le droit à l'eau, on pense, chacun d'entre nous, quand on a un logement et qu'on a de l'eau du robinet qui nous arrive pour l'ensemble de nos besoins vitaux et essentiels, on n'imagine pas que d'autres n'ont pas cet accès. Aujourd'hui, dans la métropole de Lyon, il y a 3000 personnes qui vivent à la rue en permanence et qui n'ont pas accès à l'eau pour leurs besoins vitaux. Il y a 22 000 personnes qui vivent dans des conditions précaires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un logement propre, elles vivent au mieux chez des tiers, la plupart du temps dans un squat ou dans leur voiture, ou en tout cas dans des conditions qui ne leur permettent pas d'avoir un accès digne à l'eau pour leurs besoins vitaux et essentiels. Et donc on a confié également à la régie publique cette question du droit à l'eau. Donc c'est aussi une des motivations importantes du passage en gestion publique.
Un élément très important aussi, c'est de réinternaliser les compétences au sein de la collectivité. C'est-à-dire que c'est des services complexes, des services techniques complexes quand même, la gestion de l'eau, la production de l'eau potable et donc la distribution également. Et donc, il faut reprendre cette maîtrise à un moment où les collectivités sont confrontées à des responsabilités importantes, dans le contexte du changement climatique notamment, à des situations de crise. Il faut que les collectivités soient en capacité d'y faire face. Et si elles ne réinternalisent pas ces compétences au sein d'une gestion publique, elles sont pieds et poings liés, je dirais, avec des délégataires privés qui n'ont pas vocation, même s'ils font bien leur travail, ils n'ont pas vocation à répondre aux enjeux que je vous ai cités. Une gestion publique, c'est une finalité d'intérêt général. Une gestion privée, c'est une gestion d'intérêt privé, qui doit dégager des marges et des dividendes pour ses actionnaires. Donc la finalité n'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, donc, c'est aussi ce choix-là qu'on a fait à travers la gestion publique. C'est le choix d'une vision à long terme du service, en fait, dans l'intérêt des usagers et dans l'intérêt général. Et puis, donc au-delà de cette maîtrise technique d'un service d'importance vitale, il y a la question de la démocratie. Ce que je vous ai dit, c'est pour nous, la gestion publique, c'est un choix qui est au service des usagers et de leur association à la gouvernance de l'eau. Et pour ça, on a décidé donc de conserver, puisqu'une régie publique, en fait, elle est gérée par un conseil d'administration. Pour vous donner très précisément, concrètement, ce que ça veut dire, l'eau publique du Grand Lyon est aujourd'hui gérée par un conseil d'administration de 20 personnes. Ce conseil d'administration est constitué de 14 élus issus des groupes politiques de la métropole, donc avec un équilibre évidemment qui laisse la majorité à la majorité actuelle, puisque c'est nous qui avons porté ce projet-là, et qu'on avait une opposition en plus qui était vent debout contre la construction de la régie publique, de la gestion publique, et 2 représentants des salariés et 4 représentants des usagers au sein du conseil d'administration de la régie. C'est la régie d'eau en France, d'eau potable, qui a le plus de représentants des usagers. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a souhaité véritablement les associer à la gestion, comment on fait pour que les personnes qui sont désignées, peu importe le processus, ne représentent pas qu'elles-mêmes et représentent véritablement l'intérêt des usagers. Et ça, c'est tout un travail qu'on a mis en réflexion sur la redevabilité. Comment on organise la redevabilité, en fait, de ces 4 représentants des usagers. Donc pour mettre en œuvre ces principes de démocratie, cet enjeu démocratique qui était extrêmement important pour nous dans la gestion publique, on a mis en place, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais je pense que tu l'as évoqué, Chloé, on a fait des actions avec l'ALEC l'année dernière dans le cadre de Eau Future. Voilà, tout à fait. Et donc on a mené une grande démarche de sensibilisation sur l'eau qui s'est appelée Eau Future et qui a permis à 8000 grands lyonnaises et grands lyonnais de participer à des ateliers très divers, puisqu'en fait on avait basé le principe de la sensibilisation sur la mobilisation des imaginaires. Pourquoi ? Parce que justement, comme c'est un sujet qui a été très technicisé, ça permettait à chacun d'arriver avec ce qu'il a, même sans connaissance. Un imaginaire, on en a tous un, et le défi, c'était imaginer un monde désirable avec moins d'eau. Et donc ça a produit des choses assez merveilleuses dans les ateliers, vraiment des choses très intéressantes. On a organisé une journée de restitution de l'ensemble de la démarche à l'embarcadère au mois de décembre. On a produit une analyse en fait de l'ensemble de la démarche des ateliers qui sont... on a travaillé avec des sociologues, on a travaillé avec des chercheurs. Et ces cahiers, vous pouvez les trouver d'ailleurs sur le site du Grand Lyon. Si vous allez sur jeparticipe.com, vous verrez, vous avez trois livrets qui ont été édités sur l'ensemble de la démarche au futur. Et cette démarche au futur, elle a conduit à faire un travail sur la gouvernance. Et parmi vous, il y a des gens d'ailleurs qui y ont participé.
et qui participent encore. Et donc ce travail sur la gouvernance nous a amené à constituer une assemblée des usagers de l'eau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment on fait pour désigner ces 4 représentants des usagers et qu'il y ait une redevabilité à l'égard des autres usagers? C'est ce qui a été décidé au terme de cette démarche de sensibilisation et de concertation. Création donc d'une assemblée des usagers de l'eau auquel une centaine de personnes est inscrite, mais on va dire qu'il y a un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui a suivi la démarche de bout en bout, puisque cette assemblée, après une période d'acculturation, s'est saisie d'un sujet très important, qui est la tarification solidaire et environnementale de l'eau. Et là, on vient de faire un travail de plusieurs mois sur la tarification solidaire et environnementale de l'eau, qui va être mise en place en 2025. Et c'est l'Assemblée des usagers qui a fait le travail avec les élus dans un exercice démocratique extrêmement intéressant et itératif, puisque l'Assemblée travaillait sur les sujets. Nous, on remoulinait en tant qu'élus le travail de l'Assemblée des usagers parce qu'il fallait qu'on tienne certains principes, notamment il faut qu'il y ait un équilibre économique, etc. Donc on arrêtait un certain nombre de principes, on revenait vers eux et on a travaillé comme ça pendant plusieurs mois pour arriver à mettre en place cette tarification solidaire et environnementale que vous ne découvrirez pas tout de suite parce que je ne vais pas vous la révéler, mais vous saurez bientôt ce qu'il en est. Donc voilà un aperçu en fait des raisons du passage en gestion publique. Et je ne vous ai pas du tout passé les slides, mais c'est peut-être pas très important. L'heure tourne voilà. Et on a encore effectivement quelques petits sujets à aborder. Ça, c'est les ressources mobilisées pour la production, mais ça serait l'objet d'une autre soirée. Il y a tellement de choses à dire. Il y a effectivement beaucoup à dire sur le sujet. Voilà. Après, on pourra peut-être partager à la fin quelques ressources clés si vous voulez aller plus loin. Donc, Khaled, toi, tu travailles, justement, ton entreprise Innovaya travaille sur des solutions pour proposer de l'eau potable au plus grand nombre. Est-ce que tu peux nous dire, de manière générale, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que toi, tu développes aussi ? Alors, nous, on est parti du principe qu'il faudrait déjà rapprocher le traitement des besoins, très souvent, pouvoir discriminer les qualités dont on a besoin, parce qu'on n'a pas besoin du tout potable pour tous nos usages. Donc, en France, on est bien lotis parce qu'on a un système de réseau et qui fonctionne plutôt bien, mais dans certaines parties du monde, en fait, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, si je prends l'exemple de Kinshasa en République démocratique du Congo, la ville, en 2010, c'était 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 22 millions. Comment vous faites un schéma directeur de développement de la ville avec des réseaux, etc. Donc Kinshasa, c'est que 30% de la ville qui est alimentée par la régie des eaux, qui s'appelle la régie des eaux, avec un Z. Et donc du coup, 30%, ça a été 40 millions d'investissements. Une grande société française, pour ne pas la citer, qui a eu le contrat, mais aujourd'hui, c'est moins de 30% de la population de Kinshasa qui a de l'eau potable au robinet. Donc nous, notre approche, c'est de dire, OK, on va avoir plutôt une gestion décentralisée, donc par quartier ou voire par immeuble. Donc je vous invite à regarder un film qui est super intéressant, qui s'appelle Brave Blue World, donc monde bleu, brave monde bleu, qui est sur Netflix, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais sur Netflix. Et c'est un documentaire film super intéressant qui montre un petit peu les initiatives qu'il y a dans le monde. Et je crois que le 4e petit documentaire dans le film parle de ce qui se passe en Inde et quelles sont les solutions qui ont été développées en Inde, notamment sur la décentralisation du traitement de l'eau à l'échelle d'un bâtiment et comment ils s'en sortent lorsque il n'y a plus d'eau au robinet qui vient de la municipalité. Donc il y a de la récupération des eaux de pluie, il y a de la gestion des eaux grises, des eaux noires. Comme ça, on pourra en reparler si vous voulez rentrer dans les détails techniques. Donc là, nous, sur le sujet de l'eau potable, on fait des petites unités décentralisées de traitement d'eau de surface, d'eau de forage, des eaux disponibles, après une étude un petit peu approfondie de quelles sont les ressources disponibles, tout en les préservant. Donc on ne va pas faire du forage pour faire du forage.
il y a des aberrations dans le monde, hein, comme au Burkina Faso, où il y a plus de puits que de villages aujourd'hui. Donc tout ça parce qu'on fore, mais au final sans avoir une approche systémique de la problématique. Est-ce que ça ne serait pas plus intéressant potentiellement de traiter des eaux de surface? Parce qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup d'eau de surface. Donc on pourrait, plutôt que de forer, utiliser des eaux de surface. Mais bon, ça c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une approche systémique de la problématique, décentralisée. Donc au final, on est au plus proche du besoin et on va discriminer les qualités d'eau qu'on va traiter en fonction du besoin. Donc ça, c'est ce qu'on fait à l'international sur l'eau potable. Mais lors d'une mission en 2019 qu'on a fait au Laos, on s'est rendu compte qu'on traitait une problématique industrielle. Parce que c'était un industriel qui rejetait de l'arsenic dans l'eau d'un fleuve et qu'on traitait de l'arsenic pour rendre l'eau potable dans des dispensaires. Hein. Ça, c'était notre mission. Et c'est à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, on fait que des opérations pansement. Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'aller directement voir le pollueur pour pouvoir lui éviter ses rejets et traiter ses eaux, les rejets directement à la source? Et depuis 2019, en fait, on travaille avec les industriels, à réduire leur consommation, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les industriels ont une part significative dans les prélèvements qu'il y a à l'échelle mondiale. Hein. Donc, en France, on est bien lotis. À l'échelle mondiale, un peu moins. 85% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans aucun traitement dans la nature, qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, qui contribue à la pollution, qui contribue... Enfin, l'image qu'on a tous, c'est au Bangladesh, ces usines de textiles qui balancent et qui font que les rivières sont roses, bleues, verts, en fonction de la production. Et ça, c'est une réalité, hein, du terrain. Donc aujourd'hui, nous, on se dit, allons travailler aussi avec les industriels, à réduire leur consommation et leur prélèvement, à les pousser à faire des traitements pour qu'il y ait des rejets de meilleure qualité dans la nature, voire des rejets poussés pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre des écosystèmes. Parce qu'il faut savoir que ça tue tous les écosystèmes. Hein. En Inde, par exemple, l'industrie pharmaceutique est responsable de l'émergence de bactéries ultra résistantes qui sont intraitables. Si ça passe à l'humain, le Covid, c'était qu'une petite histoire. Hein. Voilà. Je vous le dis très simplement. Parce que c'est des bactéries ultra résistantes à certains antibiotiques. Et ça, c'est une réalité. Le sujet de perfluoré qui est plus proche de nous, c'est un sujet que nous, on attaque quand même parce que, en plus, notre société, on a choisi de mettre son siège à Chasses-sur-Rhône, dans le sud lyonnais, où on est en plein dedans. Hein, donc, toutes les semaines, on a des pics et nous, on fait les analyses chez nous à notre robinet. On essaye de mettre en place des solutions pour traiter ça. Alors, il y a des solutions pour traiter ça, mais la vraie solution, c'est d'arrêter la pollution. Maintenant, on a des pollutions comme les perfluorés que même si on arrête la source de pollution aujourd'hui, on en a pour 200 ans. Pourquoi? Parce qu'on a tellement pollué les écosystèmes. C'est comme l'histoire du chlordécone en Guadeloupe. Donc, en fait, ça va être du cas par cas et on va éviter au maximum toutes ces pollutions et on va éviter également d'en rajouter parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut avoir une vraie responsabilité par rapport à ça. Donc, quand je vous ai dit ça, chez les industriels, on va éviter le prélèvement, on va les aider à rationaliser leurs usages dans leurs usines, vous donner 1 vie, 2 vies, 3 vies à l'eau avant de la traiter et ensuite la rejeter. Donc en fonction de la situation, il y a des industriels qui rejettent, qui ont leur propre station d'épuration avant rejet en milieu naturel. Mais sur la métropole lyonnaise, il y a énormément d'industriels qui vont pré-traiter ces eaux et les envoyer à la station d'épuration communale. Ça arrive. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Et en fonction de ces cas de figure, nous, ce que l'on fait, c'est vraiment, on accompagne les industriels là-dedans et on développe des mini-stations de traitement qu'on va poser derrière des usines pour éviter, pour justement réemployer ces eaux, retraiter ces eaux. Et le dernier usage dont on parle beaucoup, dont on fait beaucoup de publicité, mais qui pour moi est un petit peu la dernière cartouche qu'on va utiliser quand on a épuisé toutes les autres, c'est la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées, beaucoup d'industriels montrent cette solution comme étant la panacée. C'est faux. C'est énergétiquement
parfois complètement débile. C'est techniquement parfois beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et on crée des problématiques qu'on n'avait pas à gérer avant. Exemple, la gestion des boues dangereuses, certaines problématiques qu'on n'imagine pas lorsqu'on met le doigt dans l'engrenage. Donc la vraie solution, c'est la réduction de la consommation de son eau, et puis également de gérer des boucles de réemploi au sein de l'usine avant de penser à la réutilisation. Donc ça, c'est nous concrètement ce que l'on fait avec les industriels aujourd'hui, surtout de l'agroalimentaire, du textile, de la pharma et de la cosmétique. Voilà. Et puis on a effectivement tout un sujet de recherche et de développement, notamment au niveau de la gestion décentralisée poussée, avec du traitement des eaux grises dans les immeubles. Donc eau grise, eau noire, tout le monde est OK avec ça. Eau grise, c'est tout ce qui est eau de douche, eau du lave-linge, lave-vaisselle. Eau noire, c'est les eaux chasse, c'est-à-dire les eaux contenant des matières fécales et de l'urine, les eaux de toilette. Voilà. Donc, concrètement, on travaille sur ces sujets-là pour apporter des solutions. Parce que de toute façon, ce qu'il ne faut pas avoir en tête aussi, c'est que toutes ces solutions de réduction de la consommation d'eau font aussi qu'il y a d'autres problématiques qui vont devoir être gérées au niveau des stations d'épuration. Si on consomme moins, les eaux vont être plus concentrées, donc il y a des adaptations à faire sur les stations d'épuration. Bon, ça, il faut le savoir, mais ça s'anticipe et c'est tout à fait possible. Donc c'est pour ça que nous, on prône un petit peu une gestion un peu plus, une gestion décentralisée, mais systémique, avec une approche systémique. Si j'appuie sur ce bouton, quel effet je vais avoir? C'est vraiment ça notre travail aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet apport. Alors, avant de conclure, tous les trois, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer sur peut-être qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, dans les différentes sphères dans lesquelles vous évoluez? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux participants ce soir? Je crois qu'on a un petit peu traité le sujet. Je pense qu'effectivement, c'est important de se rendre compte que tous les maillons sont concernés. Alors, ce qui est chouette, moi, je trouve, est très, très agréable ce soir, c'est de voir que, on est 3 acteurs de cibles différentes et qu'on est 3 acteurs très mobilisés. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des tas de solutions à tous les niveaux. Et à l'échelle individuelle, je pense que c'est important de soutenir aussi ces démarches même politiques, parce qu'on voit bien que ça se fait pas tout seul et qu'il y a besoin que ce soit porté et de s'investir aussi dans ce type de processus démocratique. Donc c'est super de voir qu'il y a aussi des participants apparemment de la régie qui sont ici ce soir en tant que citoyens. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et après, à l'échelle individuelle, on a quand même quelques leviers, à la fois sur notre logement, ce à quoi on pense parce qu'on paye la facture, et alors là, c'est vraiment tout bénef directement, mais même plus largement, par nos choix de consommation, on voit bien qu'on peut avoir un impact sur notre empreinte eau plus globale, et aussi sur les choix structurels qui seront faits de filière derrière. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet dans le temps imparti, parce qu'on pourrait y passer, je pense, chacun individuellement des heures et des heures. On est un peu passionné par ce sujet-là. Ouais, moi, la première des choses à faire, c'est vraiment vous renseigner sur le sujet et en apprendre un peu plus. Il y a énormément d'informations sur Internet. Alors, sur Internet, il faut prendre ce qu'il y a de bon. Ce que je vous conseille d'aller voir, c'est le site de la métropole, bien évidemment. Le CIO, CIEAU, où il y a beaucoup d'informations là-dessus. Regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde et à l'international. On a la chance en France d'avoir une école de l'eau et qui est extrêmement performante et qui a un rayonnement international. On peut dire ce qu'on veut de ces grandes sociétés, mais il y a quand même les 2 premières sociétés mondiales de l'eau sont françaises, donc ça montre bien qu'on a
on a une vraie école de l'eau en France et il faut la préserver. J'espère qu'il y aura des vocations et que je susciterai des vocations, mais rejoignez le mouvement parce qu'on a besoin de monde pour travailler sur ce sujet. C'est un sujet... Moi, je suis pharmacien industriel à la base. Ça fait 12 ans que j'ai quitté mon métier pour m'attaquer au sujet de l'eau. C'est ouvert à tout le monde, hein. Il ne faut pas avoir fait des grandes écoles d'ingénieurs ou quoi que ce soit pour s'intéresser à ce sujet et pour apporter sa contribution là-dedans. Moi, dans mon équipe, on est une trentaine aujourd'hui et j'ai des ingénieurs procédés qui ont travaillé dans l'agroalimentaire, qui ont travaillé dans différents domaines et qui apportent leur expertise métier et qui alimentent en fait le sujet de l'eau. Parce que je crois vraiment à l'apport de différentes industries à l'industrie de l'eau. L'industrie de l'eau a été un peu le parent pauvre de l'innovation pendant des années, notamment à cause de plein de choses, mais de l'hégémonie de grands groupes qui comme l'a dit Anne tout à l'heure, ont technicisé l'eau et l'ont rendu illisible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vocations et il faut rendre sexy ce métier. Et donc, si vous avez des enfants qui ont envie de faire ce métier, vous pouvez me les envoyer pour que je les forme un petit peu. Voilà. Excusez-moi, parce que j'ai oublié des infos clés. Non, parce que le défi déclic, énergie et eau, il se reproduit chaque année. On a un défi sur 5 mois. Donc l'année dernière, on avait fait, dans le cadre de la démarche au futur, un défi dédié sur l'eau. Mais chaque année, on a un défi énergie et eau qui a lieu sur tout l'hiver, du 1er décembre au 30 avril. Et c'est encore possible de s'inscrire. Donc là aussi, vous avez de la documentation sur la table. Mais si vous voulez vous attaquer aussi à ce sujet-là à l'échelle individuelle, c'est un bon moyen de commencer à suivre ses consommations et mettre en place des actions individuelles avec tout ce que j'ai dit. Voilà. Et pour s'informer, sachez aussi que donc, l'ALEC organise des événements sur l'eau et participe à des événements. Et notamment, on organise des fresques de l'eau. Si vous voulez passer 3 heures à creuser un peu le sujet sur le format fresque du climat, on le fait aussi sur l'eau. Moi, je vais participer. Alors moi j'avais un sujet encore dont je voulais vous parler, mais je ne vous en parlerai pas ce soir, peut-être une autre fois, qui était une autre politique publique. Je vous en dis 3 mots, c'est la stratégie ville perméable. C'est aussi une des politiques publiques qu'on a déployées pour répondre à la problématique, c'est-à-dire qu'on est dans des villes ultra artificialisées et qui ont créé une imperméabilisation des sols qui ne permet pas à l'eau de s'infiltrer, de rejoindre les nappes, qui crée des problématiques de ruissellement, d'inondation, etc., et des îlots de chaleur urbains. Et la stratégie ville perméable qu'on a mise en place, c'est pour apporter des réponses à ça, par ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Là aussi, je vous invite à aller sur le site de la métropole, vous trouverez des renseignements. On est en train de mettre en ligne pas mal de choses sur le sujet, par des solutions fondées sur la nature pour permettre à l'eau de s'infiltrer là où elle tombe. Je vous redis ça simplement parce que je pense que, et tu l'as évoqué, méfions-nous du technosolutionnisme. La technologie ne va pas nous sauver, très clairement. C'est vraiment la sobriété, le changement de nos modes de vie, le changement de nos modes de consommation qui va nous permettre de changer de modèle à ce niveau-là. Et je voulais dire que les éco-gestes, c'est super important, en fait, tout ce que Chloé a décrit, mais ça ne suffit pas. Il faut une approche systémique, il faut vraiment une approche collective. Et l'éco-geste, souvent, les gens s'enferment dedans en se disant voilà, moi je fais ça, donc du coup, voilà, je me donne bonne conscience. Enfin, c'est bien, c'est super, moi aussi je le fais. Je récupère mon eau pour arroser mes plantes, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut se mettre en lien avec les autres, à travers des associations, à travers ce qu'on vous propose, effectivement, par exemple, une assemblée des usagers de l'eau. Investissez les structures, alors je ne sais pas d'où vous venez dans la métropole, mais il y a différents endroits où on peut s'investir pour porter ces sujets-là. Et il faut vraiment avoir une approche collective de ces sujets et individuelle, mais les deux sont étroitement liés et complémentaires et importantes. Voilà. Et je pense que nous avons les solutions, sincèrement. Il faut pouvoir avoir la volonté collectivement de les mettre en œuvre. Le constat est, vous l'avez vu, pas forcément évident, mais pour autant, il y a plein de perspectives qui nous permettent de penser qu'on peut arriver à apporter des solutions réelles et robustes à la problématique de raréfaction de la ressource.
Merci. J'avais aussi quelques ressources à vous partager si le sujet vous intéresse. Je pense à un livre qui s'appelle Oh, Fake or Not de Charlène Descolonges, qui est une ingénieure hydrologue, voilà, qui est pas mal médiatisée en ce moment. Elle a fait une conférence TEDx sur le sujet et elle fait pas mal de posts sur LinkedIn, si vous suivez. Donc Charlène Descolonges aussi pour en apprendre plus sur l'eau. J'ai aussi, en préparant cette conférence, on a reçu un rapport qui s'appelle Eau, maintenant ou jamais, qui a été fait par l'Université de Lyon et qui est hyper bien expliqué aussi. Donc, Eau, maintenant ou jamais. Je vous propose déjà d'applaudir nos trois invités pour ces échanges passionnants. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. Je vois que l'heure tourne, alors je vous propose peut-être de prendre juste une ou deux questions et après de poursuivre les échanges autour des boissons et du petit buffet là-bas. Donc, est-ce que, voilà, si vous avez des questions, levez la main, je peux faire passer le micro. Ouais. Bonsoir, je vous remercie pour vos différentes interventions. J'ai une question pour Madame Gros-Perrin. C'est par rapport, vous avez dit que l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau douce. J'aimerais savoir ce que la métropole fait par rapport à ça et comment aussi la question du débit du Rhône et la problématique avec la Suisse, est-ce que ça peut entraîner par rapport aussi à la région de Lyon, du Grand Lyon. Voilà. Question, en effet. Alors sur l'agriculture, la métropole de Lyon n'est pas quand même le territoire le plus emblématique des problématiques agricoles. Néanmoins, il y a des agriculteurs dans la métropole de Lyon, il y en a un peu plus de 200. Et on travaille avec eux maintenant, puis sur les territoires extérieurs, parce que les aires d'alimentation des captages, elles n'ont pas les frontières de la métropole. Hein. Ça va sur la DAP de l'Est, par exemple, ça va bien au-delà des frontières métropolitaines. Donc on travaille, là on est en train, on a un animateur captage à la régie au public de Grand Lyon qui travaille sur ce sujet-là. C'est un poste qui a été financé par l'Agence de l'eau, parce qu'on a un plan donc, de reconquête de la qualité de nos captages. Et donc on va déployer ce plan en travaillant avec les agriculteurs sur la diminution et la disparition des intrants chimiques sur les aires d'alimentation des captages, puisqu'on a des impacts quand même assez forts sur certains de nos captages. Voilà. Sur le modèle agricole, on a aussi une vice-présidence à l'agriculture, Jérémy Camus, qui travaille là-dessus, qui travaille sur la résilience alimentaire, sur l'autonomie alimentaire du territoire, qui travaille sur les filières, qui travaille sur le soutien à la bio. Voilà. Donc il y a des tas de sujets qui permettent, quand des grosses collectivités s'en saisissent aussi, de soutenir des filières agricoles qui sont plus vertueuses. Quand, par exemple, on passe toutes nos cantines des collèges en bio, ça a un impact forcément sur la production locale. Voilà, on pourrait citer plein d'autres sujets, mais voilà ce qu'on peut faire, nous, au niveau de l'agriculture. Il faudrait se saisir de ce sujet au niveau européen, puisque c'est quand même la PAC a une influence extrêmement forte sur la politique agricole qui est menée par les États. Et on ne peut pas dire que la France soit très proactive sur le sujet. Voilà pour l'agriculture. Sur la deuxième question, c'était le Rhône. Alors là, le lien avec la Suisse, je ne sais pas ce que M. Macron a raconté à ses homologues suisses et comment il a négocié la chose. Pour l'instant, on a une entente cordiale parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de gros problèmes de débit. Avec moins 30% à l'horizon 2050, on ne sait pas ce que ça va donner. Nous, on est en train de faire une étude de résilience du champ captant de Crépieux-Charmy, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que notre ressource principale aujourd'hui, c'est le champ captant de Crépieux-Charmy, qui est au nord de Lyon, au niveau du Grand Large, en fait, du lac de Miribel. Vous savez, toute cette zone qu'on appelle le Grand Parc, avec une zone Natura 2000, on a 300, c'est un des plus grands champs captants d'Europe, si ce n'est le plus grand. On a un champ captant qui fait 370 hectares
de nature complètement préservé, sauvage, dans lequel on a donc les puits de captage et qui puisent dans la nappe alluviale du Rhône, qui est une nappe de très bonne qualité, puisque c'est une nappe qui provient directement du glacier du Rhône et qui est filtrée par les sédiments tout au long de la course du Rhône. Et cette ressource, elle est donc pas traitée. L'eau que vous buvez dans la métropole de Lyon, en dehors des 3 communes du sud, Givors, Grigny, Solèze, qui sont alimentées par un autre syndicat, à qui on achète de l'eau en gros, c'est une eau vraiment qui est d'excellente qualité et qui dessert 98% en fait des habitants de la métropole. Voilà, donc ce champ captant très précieux, on est en train aujourd'hui de faire une étude de résilience. On a lancé une étude de résilience pour voir comment il va réagir à l'avenir face aux impacts du changement climatique, au réchauffement de l'eau, puisqu'il y a un phénomène de réchauffement de l'eau, je l'ai mentionné au départ, de diminution du débit d'étiage. Comment on va pouvoir maintenir une production parce qu'on produit de l'eau pour 1,4 million d'habitants quand même. Et on a d'autres sujets dont l'Assemblée des citoyens, dans l'Assemblée des usagers va se saisir prochainement d'ailleurs, qui sont par exemple un projet de barrage en amont sur la dernière zone sauvage du Rhône. La CNR veut construire un nouveau barrage. Rhonergia, le projet s'appelle Rhonergia. D'ailleurs, je vous engage à suivre ça de près parce qu'il y a une concertation qui vient de commencer et qui prendra fin le 29 février, auquel chaque citoyen peut contribuer. Et ce projet, il pose de nombreuses questions parce qu'il va avoir un impact sur la température de l'eau, sur le niveau de l'eau, sur la biodiversité, sur le transit sédimentaire également, qui peut impacter notre champ captant. Donc voilà, on a aussi des sujets comme ça sur lesquels il faut qu'on se mobilise collectivement pour préserver notre ressource majeure. Je voulais juste compléter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut savoir qu'on a aussi l'un des prélèvements majeurs en France, mais qu'on ne comptabilise pas vraiment parce qu'on rejette tout de suite dans la nature, c'est la production hydroélectrique. D'accord ? Et la Compagnie nationale du Rhône, alors je vous invite à écouter l'ancienne présidente, j'ai oublié son nom, mais l'ancienne présidente de la Compagnie nationale du Rhône qui a fait un excellent interview il y a 3-4 ans, dans lequel elle expliquait les impacts d'une réduction de 30 à 40% du Rhône. Et il faut imaginer que on produit de l'énergie aussi. Donc il y aura un énorme impact sur la production énergétique et donc un énorme impact sur le mix énergétique. Donc en sachant que le nucléaire aujourd'hui, on a un peu de mal à suivre et qu'on n'a pas réinvesti massivement là-dedans pour le moment. Tout ce qui est énergie hydroélectrique électrique va être impacté également. Donc les impacts vont au-delà de notre consommation à nous personnelle aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vu que l'heure a bien tourné, je vous propose qu'on arrête les échanges là et qu'on puisse les poursuivre, si vous le souhaitez, au fond de la salle. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je remercie aussi le Foulk qui est ici présent, qui a contribué à organiser cette conférence interactive, ainsi que les membres de l'association qui sont présents un petit peu à différents endroits dans la salle. Moi, je ne me suis pas présentée parce que j'oublie toujours de le faire. Donc, moi, je suis Clémentine Mossé, je suis la fondatrice et directrice de l'association The Greener Good. Et voilà, sachez que si vous voulez suivre nos actualités, les événements qu'on proposera, on sera sur 20 dates de l'Energy Tour prochainement, 20 dates dans la métropole de Lyon pour sensibiliser aux côtés de l'ALEC notamment et de Solia à la sobriété énergétique et à la consommation responsable. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur nos newsletters pour être au courant de toutes ces dates-là. Merci beaucoup pour votre présence et passez une bonne soirée.